Le président rwandais, Paul Kagame, à travers son ministre des Affaires étrangères, a annoncé que Kigali ne pourra pas retirer les troupes de l'armée rwandaise du sol congolais. Le message très clair, ils ont des soucis, les dirigeants rwandais, à propos des réformes institutionnelles dont le processus est amorcé en RDC, précisément à Kinshasa. C'est très curieux qu'un petit pays voisin, dont le ministre des Affaires étrangères exprime des préoccupations en condamnant la communauté internationale qui serait, selon lui, laxiste, trop bon ou trop bonne à l'égard de Félix Tshisekedi qui change les institutions, plutôt qui amorce les réformes institutionnelles à Kinshasa. Donc, le 15 juillet, selon le département d'État américain, les troupes de l'armée rwandaise ne seront pas parties de la RDC. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2026. Donc, dans 5 jours, c'est en principe, selon le médiateur, le départ des agresseurs. Pendant ce temps, la coalition dite 64 vient de rentrer de Bujumbura, où elle a été invitée à travers ses tenants par le président burundais et président en exercice de l'Union africaine, la présidence tournante, Ndayishimiye, Évariste. Ils sont rentrés, ils se sont adressés à la presse sans dire exactement ce qu'ils se sont dit avec Ndayishimiye. Une restitution voilée, rien de très concret à la presse congolaise. Nous, par moments, nous sommes friands des histoires, alors que la vraie vérité est ailleurs. Comme si cela ne suffisait pas, la SENCO, à travers l'archevêque de Kinshasa et le porte-parole, on l'appelle secrétaire général de la SENCO, Cholet et Mbongo, Fridolin, étaient, je ne sais pas s'ils ont déjà traversé, pour rentrer à Kinshasa, étaient chez Denis Sassou Nguesso. Pour quelles raisons? Nous allons décrypter tous ces sujets d'actualité. Nous ne serons pas en mesure de tout prendre. Les médias, c'est aussi le choix des angles. Nous n'avons pas invité des hommes politiques communicants qui parlent au nom de tel ou tel. Nous avons fait appel à des aigles. Bruno Caïmois, bienvenue. Merci Fabien. Vous êtes professeur et votre domaine, ce sont les relations internationales et interculturelles. Freddy Moulumba, politologue, journaliste, écrivain, c'est un patriote. Bienvenue. Alors, je commence par ce qu'on appelle démonstration des forces. Parmi les membres de la société civile, surtout confession religieuse, la SENCO, je ne dis pas l'Église catholique, c'est la conférence des évêques catholiques et l'abbé affecté à la chapelle, l'abbé Cholet, qui s'oppose et à la révision et au changement constitutionnel. Et Jibaya Mapia, à la tête de l'ECC, oui, la mobilisation a souffert. On n'a pas vraiment senti quelque chose d'intéressant. Mais après, c'est une autre église qui n'est ni
comment on appelle, qui n'est ni SCC, ni indépendante, ni réveil, ni sommeil. On l'appelle EPLM, Église pentecôtiste et lumière du monde, cité des refuges. Freddy, ça c'est à Kisangani. Ils ont dit oui au changement constitutionnel cette semaine. Donc c'était le dimanche. Lubumbashi et partout, c'était dans 140 territoires sur 145. Alors, un petit commentaire, Freddy Mulumba. Lorsque nous comparons les rapports de force, est-ce qu'il y a match? Non, il faut dire que le révérend pasteur est du bon côté de l'histoire. Il est à côté du peuple. Ça, c'est un des deux. Je ne sais pas si nos amis lisent. La révision constitutionnelle, quand vous prenez l'accord des partenariats stratégiques avec l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, c'est bien précisé. On doit revoir la Constitution. Parce que les Américains ne viendront pas investir dans un pays comme le nôtre. Il y a confusion, la loi n'est pas claire. Il faut revoir cette loi. Ça ne dépend pas seulement de nous. Donc, l'accord, on peut dire un peu les accords de Washington, nous imposent à ce qu'on puisse revoir ou bien changer la Constitution. Mais si vous voyez un peu les autres faire du bruit, changer, c'est ce qui me frappe. Dès qu'on avait dit qu'on va signer des accords avec les Américains, beaucoup de catholiques, tout comme les gens qui se disent société civile, sont opposés. Or, l'accord, c'était bon pour nous. Paul s'oppose. Vous savez, les pays étaient déjà partis. Cet accord est venu nous sauver. Il faut que les Congolais retiennent. Nous sommes un enjeu géopolitique important. Donc, c'est vrai, c'est notre pays, mais il faut aussi tenir compte des dimensions de ce qui se passe sur le plan mondial. C'est une mutation géopolitique. Actuellement, la RDC est dans la sphère d'influence américaine. Il faut que les gens comprennent ça. On va revenir à vous. C'était juste, il faut centrer sur cette mobilisation parce qu'on dit qu'il y a des gens qui parlent, qui disent que, bon, ils parlent au nom du peuple. Mais un autre peuple a parlé à travers les rassemblements de l'Église pentecôtiste Lumière du monde, cité de refuge. Professeur Kaïmois, Valdi et Justin, vous allez remettre un peu ces images plein écran pour qu'ils voient à quoi ça ressemble. Ça, c'est juste pour deux villes. Okay. La ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, et la ville de Lubumbashi. Juste ça. Donc, et c'était dans 140 territoires. Professeur Kaïmois, vous êtes spécialiste aussi dans les relations interculturelles. Alors, quand vous regardez ça, à quoi nous renvoie la notion de nous parlons au nom du peuple? Bien, voilà une question importante, Fabien, parce que cette question me rappelle une réalité que j'ai toujours dit aux gens, ou l'Église catholique jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand vous posez la question, elle vous dit, elle est majoritaire au niveau de la population congolaise. Mais quand vous menez des enquêtes, ça vous dit autre chose. Donc, bon, et ils ont l'habitude de vouloir imposer leur point de vue. Et ils insistent sur ça au moment où les faits sur terrain nous présentent pratiquement autre chose. Donc, quand on pose la question des statistiques au jour d'aujourd'hui, oui, dans les années 80, 90, l'Église catholique était majoritaire en République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, il y a à la fois l'ECC qui est là, il y a les églises de réveil, donc il faut quelque part là qu'il y ait une certaine humilité de dire le monde a changé, l'environnement social en République démocratique du Congo est en pleine mutation, mais bon, pour les gens qui connaissent bien l'essence de la stratégie,
et le sens de pouvoir maintenir le contrôle sur la société comme les catholiques, je ne le vois pas dire tenir un autre discours. Et donc, pour moi, quand on a affaire à cette institution-là, il faut toujours se dire que c'est pratiquement une institution qui joue bien son jeu à la fois sur le terrain politique, sur le terrain spirituel et sur le terrain économique. Malheureusement, les gens ont cet esprit naïf de ne vouloir voir l'Église catholique qu'une institution qui n'est présente que dans l'espace spirituel. À partir du moment où vous comprenez que quand vous regardez l'Église, vous devez dire, même si les cardinals criaient, tous les évêques de la Cinco vous disaient que nous sommes apolitiques, non, ce sont des politiciens. Ils sont pleinement, ils sont de plein pied dans le domaine politique, ils sont de plein pied dans le domaine économique, et ils sont donc, ils manipulent la réalité spirituelle pour maximiser leurs intérêts au niveau économique et pour avoir un contrôle dans le domaine politique. Donc, pour clore ce sujet, moi, je me suis toujours posé la question, quand la Cinco était là, il y a un scandale que je n'ai jamais digéré. C'est le fait que cardinal Mosengo, fait paix à son âme, il était le père spirituel du couple Kabila. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne devrait pas fonctionner. Mais bon, on a toujours cherché à nous faire convaincre que c'était normal, ça valait la peine, et ainsi de suite. Et donc, moi, je ne cesserai jamais de le dire, arrêtez de voir l'Église catholique comme une institution spirituelle. C'est une institution à la fois politique, économique et spirituelle. Et tout ce qui est fait sur le domaine spirituel, c'est pour qu'il se retrouve dans le domaine à la fois économique et spirituel. À partir du moment où nous faisons cette lecture-là, nous aurons la possibilité de bien comprendre tous les gestes qui sont posés. Rien de spirituel sur le voyage qu'il y a eu pour aller de l'autre côté. Donc, quand le cardinal est parti avec le secrétaire de la Cinco, ils sont pleinement dans le domaine politique. Freddy Oulumba, merci pour ce qu'il y a moi. Revenons justement à cette thématique. Après il faut s'entrer au-delà de la rhétorique diplomatique. Comment vous interprétez le refus du régime de Kigali de pouvoir retirer les troupes de l'armée rwandaise du sol congolais? Alors que le médiateur, c'est le tout-puissant, c'est la grande puissance. Lui-même, le président Trump, qui est président en exercice, qui est président maintenant à la Maison-Blanche. Alors, comment défier Trump et annoncer qu'on ne va pas retirer les troupes? Cette annonce, comment vous l'interprétez? Oui, moi je ne vois pas Kagame parler. Kagame, c'est un porteur, on peut dire, c'est un négrier. Derrière lui, il y a d'abord les hommes d'affaires, ceux qui ont fait la guerre l'AFDEL et qui avaient des ambitions sur le Congo et le contrôle des richesses du Congo. Ensuite, il y a encore d'autres hommes d'affaires, donc des multinationales, qui veulent à ce que l'Est du Congo, qui a beaucoup de minéraux, soit annexé au Rwanda et à l'Ouganda. Et l'autre élément qu'il faut relever ici, c'est l'Union européenne. Peut-être vous voyez l'Église parler, vous voyez les autres parler, vous voyez Kagame refuser. Je vous rappelle que l'Union européenne avait signé un contrat avec le Rwanda sur les minéraux stratégiques qu'on appelle un peu Global Gateway. On avait versé à Kagame 900 millions de dollars, d'euros, pour que l'Union européenne ait accès aux minéraux stratégiques. Or, ces minéraux ne sont pas au Rwanda, mais sont au Congo. Ça, c'est un des deux. L'Union européenne pense que l'espace des Grands Lacs
sa zone d'influence. Donc, vous avez la région des Grands Lacs. C'est l'Union européenne, les pays, l'Union européenne plus le Canada, qui ont créé ça. C'est leur espace, c'est leur sphère d'influence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Congo signe l'accord de partenariat avec les Américains, partenariat stratégique avec les Américains. Et dans cet accord, tout est très clair. Respect de l'intégrité territoriale du Congo, souveraineté, et les matières premières ou bien les richesses du Congo doivent profiter aux Congolais. Et on voudrait que le Congo devienne un État stable avec des lois pour qu'on ne puisse pas piller le Congo. Automatiquement, l'Union européenne, les multinationales, Kagame et Museveni, qui avaient des ambitions sur le Congo, sur l'est du Congo, sont bloqués par l'accord de partenariat stratégique entre les RDC et l'Amérique. Que faire maintenant? Vous voyez, vous avez vu, on a demandé que les 15 doivent partir. Ils disent on ne part pas. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parce que s'ils partaient, je pense que l'Europe sera en difficulté, tout comme les multinationales seront en difficulté, mais aussi la Chine. Parce que la plupart des minéraux qui sont exploités, donc pillés au Congo, qui transitent par le Rwanda, partent en Chine. C'est là où il y a à peu près 6 fonderies qui raffinent un peu le coltan. Donc la Chine est dans le La Chine est dans les coups. Le Congo. Il est dans les coups. Et pourtant, la Chine est également dans les, comment on appelle, dans les affaires avec le Congo par voie légale et ça générait des milliards. Alors, comment expliquer que le problème, que les États-Unis d'Amérique accusent d'être gourmandes des minéraux congolais, puissent également aller jouer le jeu avec le Rwanda dans la déstabilisation du Congo afin de profiter des minéraux de la contrebande? Non, vous devez comprendre ceci. La Chine, c'est un État commerçant. Ce sont les affaires qui comptent. Eux, la politique interne, ça ne les intéresse pas. Ils vendent des armes au Rwanda, tout comme au Congo. Ils prennent les minéraux du Congo, tout comme tous les minéraux qui passent par le Rwanda. Donc, la grande partie de nos minéraux sont raffinés en Chine. Maintenant, ça pose un problème. Vous avez maintenant l'accord de partenariat. On dit qu'il faut installer les lois, il faut tout contrôler. Donc, la Chine, tout comme les autres, doivent apprendre à acheter les minéraux congolais, pas les piller. Donc, ça bloque maintenant les autres. Que faire? On demande à Kagame de ne pas céder. Il y a un article qui est sorti dans Foreign Affairs le 2 juillet. Puis écrit par, on connaît très bien, Jason Stern. Il est professeur associé à l'université Simon Fraser. Il y a aussi Regan Viri, c'est un Congolais, pardon. Il y a Joshua Walker, qui est aussi chercheur associé. Mais l'article nous donne des révélations. Quand vous lisez à travers les lignes, vous faites une analyse de contenu, vous comprendrez pourquoi Kagame s'entête. Parce que quand vous lisez l'article, les gens qui ont écrit, les auteurs, sont proches des globalistes et proches du Rwanda. Que révèle l'article? 1. Les dossiers congolais est sous contrôle de la Maison Blanche. C'est Trump qui est le véritable boss. Donc les sanctions qu'on frappe là, il y a d'autres départements qui ne sont pas d'accord. Kagame a encore beaucoup d'influence. Département d'État, vous avez le département de la Défense, tout comme d'autres départements, qui font à ce que Kagame a encore un soutien. Malgré le soutien qu'il a. Comme les dossiers au niveau de la Maison Blanche, chez Trump, on frappe, on sanctionne. Deuxième chose qui révèle l'article. L'article est intitulé « Pourquoi l'accord de Trump sur le Congo est en train de s'effondrer ?» Tout est très clair. Donc, deuxième élément, les pays européens, l'Afrique du Sud et les Nations Unies sont écartés, je termine un peu, sont écartés du jeu. Donc, celui qui tient les dossiers, le seul patron, c'est Trump avec Boulos. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'article, les auteurs, le Rwanda va tirer les choses en longueur. Négociations, guerre, de façon que Trump, soit il se décourage,
il abandonne le dossier. Soit ils attendent qu'il y ait des désordres à Kinshasa, des chaos, pour faire un coup d'État. Le décor à Kinshasa Exactement, est déjà planté, par oui. Les hommes dits de... Bon, en fait, église ou quoi, parce qu'on se joue beaucoup de l'église du Seigneur, oui. Le Christ, mais je parle bien des religieux. Décor planté par ces gens avec des corruptions. C'est ce qu'on écrit ici dans cet article. Ils ont révélé en disant on attendra que Trump parte. Donc il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue. Tout ça est fait pour que les choses soient tirées en longueur, comme ça Trump part, ou bien c'est des intérêts du dossier. Et les globalistes aussi, pistonnent une autre personne à la Maison Blanche et puis voilà. Et aussi qu'il y ait des désordres à Kinshasa. Voilà. Soit un coup d'État, soit un chaos, comme ça Kagame profite pour mettre quelqu'un de l'air à Kinshasa. Voilà l'enjeu. Voilà. Professeur Kayimoa, vous avez suivi maintenant dans votre domaine d'internationaliste, quel est le levier réel justement qui reste à la diplomatie congolaise et régionale si les mécanismes de pression actuels, notamment les sanctions américaines, les condamnations internationales, ne produisent aucun effet concret sur Kigali et sans impact sur le terrain militaire. Vous suivez ce qui se passe à Minembwe et puis point zéro. Heureusement que Baraka est sous le contrôle des forces armées de la RDC. Nous avons toutes les précisions avec nos correspondants dans la région cet après-midi. La parole est à vous. Oui, Fabien. Donc, dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut, rester lucide. Lucide d'abord parce que nous avons cette opportunité pour nous, la République démocratique du Congo, d'avoir Trump à la Maison Blanche. Et par rapport à l'accord qui a été signé, il y a un élément extrêmement important qui vient expliquer la question qui m'a été posée et qui va dans le sens de dire c'est pour la première fois dans les contacts qu'il y a entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique que les dossiers congolais soient directement traités à la Maison Blanche sans passer par les mains d'un commissionnaire. Je vais m'expliquer. On va en 1960, on veut éliminer Lumumba. Qui prend les dossiers congolais pour l'amener à la Maison Blanche? Ce sont des Belges qui montent les dossiers, ils l'amènent à la Maison Blanche et à partir de là, on décide de mettre fin à la vie de Lumumba. Pour mettre fin au régime Mobutu, c'est encore les Belges donc les Européens qui avaient monté le dossier pour l'amener. Pour mettre fin à la vie des musées, c'est encore l'Union européenne, la Belgique, qui amène les dossiers à Washington. Pour recommander Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo, avec Louis Michel c'est Louis Michel et Jacques Chirac qui convainc les Américains. Et alors, les Européens sont habitués à être les intermédiaires. Quand vous voyez les contrats qui étaient signés entre la République démocratique du Congo et la Chine, mais les Européens, lui, Michel, était parti en Chine pour dire que lui, il connaissait mieux la RDC et il voulait être intermédiaire. Et donc, pour les Européens, donc ils des commissionnaires oui. qui se faisaient appeler commissaires. Voilà. Bon, oui. Commissaire, commissionnaire. Voilà que dans un contexte spécial, il y a un accord qui est signé sans que Macron soit associé, sans que les Belges soient associés. Voilà d'où vient, il faut vraiment comprendre ça, d'où vient la colère de donc c'est ce qui sera la base de changement de fréquence à Bruxelles, qui était déjà en froid avec Kigali, mais subitement, c'est la queue entre les pattes pour aller à Kigali, commencer à supplier Kagame, s'excuser, et pourtant, diplomatiquement, le ciel était lourd entre Bruxelles et Kigali. Il faut bien comprendre ça pour dire
les Européens sont en train de faire pression à la fois à la République démocratique du Congo et aux États-Unis pour qu'ils se retrouvent dans l'accord qui a été signé. Donc, il revient maintenant à nous, République démocratique du Congo, de savoir jouer le jeu. Au moment où nous sommes en train de débattre sur ce plateau, nous sommes au Conseil de sécurité. C'est une carte que l'on doit savoir pleinement jouer. Au moment où nous sommes... Je ne coupe pas la parole. Il y a plus de 2 décennies, nous fûmes présidents du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. C'était pendant la crise du Golfe. Saddam Hussein avait envahi le Koweït. Et la décision de pouvoir chasser Saddam Hussein du Koweït, qui s'entêtait, a été prise sous la présidence de la République démocratique du Congo. Donc, la crise du Golfe, et nous prenons la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU au moment où il y a également crise, justement, au Moyen-Orient et la guerre entre les Américains, les Iraniens, donc Américains, Israéliens et Américains. Oui, moi j'aurais souhaité... Un fait de hasard, oui. Alors que nous sommes agressés. Oui, moi j'aurais souhaité vraiment que nous puissions profiter, mettre chaque seconde du débat au Conseil de sécurité pour le capitaliser. Parce que on est à un moment où on a cette chance-là, et sur base de tout ce que je suis en train de dire là, il faut aussi comprendre le contexte international dans lequel on se trouve. Le 14 mai, Macron va partir. Et qui va remplacer Macron selon les sondages qui sont en cours? C'est Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, c'est une femme qui ne va pas faire les bêtises que Macron est en train de faire à l'Est. Et donc, lui-même, Macron, il est conscient que si Marine Le Pen prenait la présidence de la RDC, sa priorité ne va pas être soutenir les Rwandais. Et donc, voilà dans quel contexte il est en train de jouer, et lui et son équipe, d'accompagner les derniers moments de son pouvoir, de les mettre au service du Rwanda. Mais par rapport à Trump, c'est en janvier 2029 qu'il va quitter le pouvoir. Donc nous avons tout le temps de capitaliser le contexte dans lequel nous nous trouvons et de faire de sorte que chaque temps qui passe, nous puissions nous dire que l'ennemi ne va pas nous laisser le temps libre. Donc pour moi... D'une paire de coups, le Burundi s'affiche désormais comme un acteur central dans la gestion de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. La coalition dite 64 était invitée à travers ses tenants à Bujumbura. Alors... est-ce que cette frange de l'opposition, au regard de la dynamique au pays, la capacité de mobilisation de ceux qui sont pour la révision constitutionnelle ou le changement, la coalition 4 de Kabouya Augustin, est-ce que cette coalition représente un danger pour le pouvoir de Tshisekedi? Est-ce que la coalition représente un danger pour le pouvoir de Tshisekedi? Tout dépend de la manière dont le pouvoir est en train de jouer les jeux. Apparemment, sur le plan crise de l'Est et sur le plan face à face pouvoir-opposition, permettez-moi d'utiliser les termes, à un certain moment, il y a une certaine légèreté au niveau des stratèges du pouvoir qui ne montrent pas vraiment qu'ils sont à la hauteur. Je crois que le président de la République doit renforcer son entourage, ou ceux qui sont en train de travailler à ses côtés doivent prendre les choses très au sérieux. Par exemple, le temps qu'on est en train de passer, chaque seconde doit être consacrée pour défendre la cause congolaise au Conseil de sécurité. Chaque seconde doit être consacrée pour défendre la cause congolaise dans nos médias, partout où nous devons savoir le faire. L'implication, oui, l'implication de... on va revenir à vous pour équilibrer justement l'implication de Nkuru, plutôt personnel de Ndayishimiye, Évariste, lui aussi sous
des menaces permanentes du régime de Kigali, un régime criminel, est-ce que son implication n'aura pas des limites à un moment donné, parce que vous savez qu'en politique, il n'y a pas d'éternel ami et d'éternel ennemi. Oui, je pense que lui, en tant que président de l'Union africaine, il peut apporter quand même quelque chose, mais la grande décision, ce sont les Américains. Je ne sais pas si on est conscient de ce qui se passe. Quelquefois, je me pose la question, est-ce qu'à Kinshasa, on a des élites qui comprennent la géopolitique? Les Américains sont en compétition avec la Chine. La compétition sur le plan technologique, aussi économique. On est en train de frôler même la guerre froide entre la Chine et l'Amérique. Mais maintenant... Oui. Allez-y, oui. Maintenant, je pense que pour le Rwanda, pour le Kagame, c'est fini. Ça, il faut lire un peu l'histoire. On a fait la même chose avec Mobutu. On a dit à Mobutu, c'est terminé. On a sanctionné des gens. Les Américains l'ont lâché. Comme Mobutu avait refusé de partir de lui-même, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté la Fidèle pour l'enlever. Ça sont les Américains. Kagame est dans la même... comment dirais-je, sur la même voie comme Mobutu. Deuxième élément, Tchombe, avec la station katangaise. Je repense à pour que les gens comprennent. C'était pendant la première guerre froide entre l'Amérique, l'Occident, contre l'Union soviétique. Les Américains, quand ils ont vu que les intérêts de l'État américain sont en danger, ils ont décidé de mettre fin à la station katangaise. Nous sommes dans les mêmes conditions aujourd'hui. Les Américains sentent que leur hégémonie est menacée par la Chine. Ils ont décidé qu'ils mettent la fin à la guerre. Ça ne dépend pas de Kagame. Mais maintenant, comme il y a beaucoup d'intérêts dans la sous-région, les gens qui ont beaucoup investi, c'est ces gens-là qui, en tête Kagame, résistent. Donc vous savez, l'Amérique, c'est une grande puissance. À un moment donné, ils vont décider d'en découdre avec Kagame, avec ces gens. Mais maintenant, le problème, c'est nous. Parce que quand vous venez à Kinshasa, c'est comme si on est distrait. On est dans des futurs, on fait des discussions inutiles. Donc, en fait, le problème, c'est nous-mêmes Congolais. Nous devons profiter du fait que nous avons aujourd'hui, nous sommes sécurisés par Trump, hein, pour être clair, par Trump. Pendant ces 3 ans, bien 2 ans qui restent ici, nous devons profiter pour d'abord réformer notre armée, réformer la justice, aussi construire l'administration. Mettre au moins ce que tu peux appeler les piliers d'un État moderne. Parce que maintenant, nous sommes en sécurité. Auparavant, les globalistes, tout comme les autres, ils pensaient balkaniser le Congo. Mais avec l'accord qu'on a signé avec l'Amérique, nos frontières sont protégées. Maintenant, tout dépend de nous. Ça signifie que si nous avons une armée forte, nous mettons l'ordre. L'Amérique va constater qu'il est en face des élites qui comprennent. Nous avons une administration qui fonctionne normalement. Pas venir chercher, on cherche 20% pour acheter les papiers et tout ça. Nous avons aussi une justice indépendante. C64 est allé à Bujumbura répondre à l'invitation du président en exercice de l'Union africaine. Tout le monde parle au nom du peuple. Bon, on a vu quand même le 12 juin sur la voie publique, bon, à part les moyens utilisés par les soi-disant manifestants, certains pacifiques, eh ben, aucune inquiétude. Alors, rentrons seulement dans le rapport des forces. On dit, alors, oui, évêque, mettez vos gens sur la route ou dans les rues, et puis FLM, mettez les gens sur la voie publique. Et puis on va voir si au niveau de la mobilisation, il y a échec de la coalition 64. Quelle sera l'importance de la participation à ces pourparlers de Bujumbura? Je viens de vous dire ici, l'Amérique est présente. Ici. L'Amérique est ici pour ses propres intérêts.
face à la Chine. Pas pour les intérêts du Congo. Non, les Congolais doivent apprendre à défendre leurs intérêts. C'est la réalité en géopolitique. Hein. Il n'y a pas de morale. Hein. Il n'y a pas de morale. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas une église. C'est question d'intérêt. Et aussi créer un rapport de force. J'ai parlé des Américains qui sont ici en compétition avec la Chine. Sans nous, ou avec nous, ils vont rester. C'est qu'il faut dire aux gens. Il faut dire à tous ces gens qui font du bruit là, qui marchent là, ils perdent leur temps. Auparavant, ils partaient au département d'État, non? Oh non, on a reçu les évêques dans 5 au département d'État. Est-ce qu'ils partent encore? C'est fini. L'Amérique, dans sa vision, qui veut tenir tête à la Chine, elle préfère avoir un Congo stable, une population qui est nourrie, éduquée et soignée, mais aussi un pays organisé. D'ailleurs, toutes les matières premières là qu'on exploite, ça profite à la Chine, c'est pas l'Amérique. J'étais là-bas, au Katanga, tout comme au Katanga. Mais c'est un chaos. Je dis un chaos dans les mines. Les Chinois sont partout. Il n'y a pas d'État. Tous les politiciens corrompus. C'est là où vous savez que vous voyez que les autres commencent à poser problème parce que on va obliger que la justice soit faite, soit pratique, que la loi soit appliquée. Donc tout celui qui va faire des magouilles sera arrêté. Et tous les mafieux, toute la mafia qui s'est installée au Congo, aura en face non seulement l'État congolais, l'État américain. Donc nous devons être conscients, très conscients, c'est une chance unique pour nous. Si nous ne sommes pas capables, on veut nous balayer. Mais il faut qu'on comprenne aussi qu'on ne peut pas laisser un pays trop riche comme ça en désordre. C'est une erreur. Donc, c'est dire à tous ces politiciens qui font des marches là, au lieu de penser à faire des marches, il faut qu'ils pensent après la guerre, comment est-ce qu'on va reconstruire notre État. Qu'ils ont des propositions. Qu'ils disent nous allons marcher pour qu'on ne change pas la Constitution. Ça ne suffit pas. Qu'ils acceptent un débat. D'ailleurs, moi je disais, c'est bien de marcher, mais qu'ils demandent à leurs croyants ou bien à leurs militants, quand on va aller au référendum, qu'ils votent pour non. Qu'ils votent contre la Constitution. Au lieu de faire des marches, attendez, parlez à vos militants, à vos croyants, quand il y aura les référendums, qu'ils votent non, on va voir. C'est ça aussi la démocratie, c'est la liberté. On ne peut pas empêcher un gouvernement qui veut changer la Constitution pour dire non, il n'a pas droit. D'abord, Félix est légitime, il n'a pas fait un coup d'État, il a été voté, et puis son mandat court. On ne peut pas se poser de problème. Deuxième chose, dans la Constitution même, c'est prévu. Comment est-ce qu'on peut changer une Constitution? Toutes les procédures sont dans la Constitution. De quel droit les églises et les autres peuvent refuser? Qu'ils attendent quand on aura le référendum, qu'ils demandent à leurs croyants de voter non. On va voir les résultats, c'est tout. Professeur Kayimoa, merci Freddy. La SENCO, à travers ses deux membres, a été reçue par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Bon, alors que d'autres leaders religieux et qui ont une assise, un ancrage social important, n'ont pas fait le déplacement de Brazzaville. Quel est le sens de cette action diplomatique, selon vous? Et qu'est-ce que cela pourrait jouer ou influencer à l'interne? Parce que le président Tshisekedi est en même temps combattu par l'agresseur de l'autre côté, la guerre dans l'Est, et à Kinshasa, un autre front interne ouvert par, comment on appelle, des politiciens et des religieux. Au nom de qui? Au nom du peuple, qui n'a même qui n'a mandaté personne. Il faut être honnête pour le dire. Oui, Fabien. Il y a une chose que les gens ne veulent pas comprendre par rapport à l'Église catholique. L'Église est en crise au niveau international. Ça, il faut que les gens le sachent.
L'Église est vraiment en crise et c'est une crise qui préoccupe le Vatican et qui préoccupe même les cardinaux et les différents cardinaux et les autres. La dernière crise qu'il a provoquée au sein de l'Église, c'est Donald Trump. Issa Aid de cette institution-là donnait beaucoup d'argent à l'Église catholique. Et quand vous avez entendu parler... L'USAID. Oui. Ouais. Donc, qui a été supprimé. Oui, ça a été supprimé. Par Trump. Et ce que les gens parfois ne veulent pas comprendre, c'est difficile parce que, bon, vous voyez, la plupart des gens sont effectivement mais l'USAID finançait l'Église catholique, pas gratis pro Deo. C'était bien évidemment du donnant-donnant. Oui, contrepartie, c'est pourquoi moi je suis en train de dire que les évêques partout où ils sont, il faut fournir la CIA avec des informations, voilà, des terrains, ainsi de suite, via Vatican. C'est pourquoi moi j'étais en train d'insister ici, quand on regarde l'Église catholique comme une institution spirituelle, c'est qu'on comprend. On ne veut pas comprendre la réalité. Elle est dans la politique, elle est dans le business. Et alors, Trump est arrivé au pouvoir. Ce que les gens oublient, il a imposé d'abord les papes. C'est pas de la blague, ça. Le pape n'est pas sorti du néant. Et donc, c'est pourquoi l'Église est en train de tenir. Maintenant, on arrive chez nous. C'est dans des tractations comme ça que les autorités ecclésiales se retrouvent un peu. L'Union européenne peut leur donner un peu d'argent. Les États-Unis d'Amérique peuvent leur donner aussi de l'argent. Vous êtes journaliste et je vais vous poser une question. C'est vous qui me posez aujourd'hui des questions. Oui, mais il y a quelque chose qui me préoccupe. Allez-y. Les terrains, les Chinatown, je ne sais pas qui est en construction, apparemment, tous les journalistes n'en disent rien. La cité de la Chine. Mais les terrains, ils ont trouvé où? C'est l'Église catholique qui vient de vendre ces terrains qui étaient récupérés par le cardinal Malula à l'État congolais. Ce n'est pas un partenariat privé-privé Ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que les gens comprennent? C'est que moi, j'ai déjà été dans 2 ou 3 Chinatown. Je sais de quoi il est question. C'est un espace de business pour les Chinois. J'ai dit ça dans un auditoire à l'INBTP et effectivement, un de mes étudiants m'a répondu la même chose et l'Église catholique s'est communiquée. Donc, la Chinatown, ce n'est pas ce qu'on est en train de nous raconter. Catholique, l'église de... Comment on appelle? L'église du Christ au Congo, les protestants, oui. Aujourd'hui, avec les communautés, je ne les cite pas, oui, sont dans les affaires avec la bande des Indo-Pakistanais, Libanais, Grecs. Vous voyez, même devant la cathédrale du centenaire, on construit des magasins. Même devant la cathédrale du centenaire, on construit des magasins. Donc, vous ne pouvez pas comprendre les comportements d'abord des évêques si vous ne voyez pas aussi cette crise qui est en train de ronger l'Église à l'interne. Ils ont aussi besoin de l'argent, ils ont besoin du survie de l'institution. Donc, quelque part là, ils doivent être dans ces manœuvres-là, mais ils vont placer ces manœuvres sous la recherche de la paix au niveau du pays. Il revient à nos politiciens, il revient au pouvoir politique de savoir les regarder en face. Il n'y a pas que les catholiques. Et de savoir traiter avec, soit sous les formats d'opposants, soit les mettre aussi du côté des pouvoirs pour avancer avec eux. Donc, je ne suis pas parmi ceux-là qui croient que le pouvoir doit se plaindre. Le pouvoir doit regarder l'Église en face, doit savoir que cette institution est en crise, ils sont en train de se débrouiller pour tenir les coups. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Il faut leur donner de l'argent. Bon, alors, parce que votre domaine, au niveau de protestants, Bokundo devait sauter. Mais il a été sauvé de justesse à la dernière élection pour un autre mandat, je ne sais pas, 2e ou 3e. Sauvé de justesse par le pouvoir. Et vous connaissez le combat qui était engagé contre lui à cause de bradage du patrimoine à la CBFC, comment on appelle ça, chez les baptistes et consorts. Il y a eu un homme qui a joué la carte, M. Katintima, aujourd'hui 2e vice-président du Sénat. Nous avons les informations. Il a joué vraiment la carte en sa faveur. Est-ce que Bokundowa est en train de appoignarder Tshisekedi dans le dos avec
aujourd'hui, on l'a vu au Burundi, il est également dans cette dynamique pour le dialogue. Il ne faut pas la révision constitutionnelle, c'est conditionné. Est-ce qu'il a poignardé Tshisekedi dans le dos? Oui, mais c'est pourquoi moi je ne cesse de le dire, il joue un jeu politique. Il a joué le jeu pour qu'il soit soutenu par le pouvoir afin de reprendre le pouvoir. Et donc, il serait intéressant que le pouvoir sache aussi les gérer. Les rebelles Nanga, qui l'avait recommandé à la CENI? C'est Marini Bodono. Ça, les gens oublient. Ça, les gens oublient. On avait donné la commission indépendante, électorale indépendante aux églises, parce qu'on supposait que les églises avaient la sagesse de nommer des gens intègres. Voilà un des hommes intègres qui a été nommé par l'église, qui devient le premier criminel. L'église du Christ au Congo devrait avoir honte, devrait même demander pardon, parce que un de les recommandés, Marini Bodo, est encore vivant. Dans des états sérieux, ce monsieur devrait demander pardon à toute la nation, parce que les criminels qui est en train de massacrer les gens à l'Est, c'est son cousin qui l'avait recommandé au niveau du gouvernement. Donc, quelque part là, les gens doivent prendre de la hauteur pour comprendre ce qui se passe. Si Bokundo a dribblé le gouvernement l'a soutenu pour qu'il soit là, et puis lui, c'est la naïveté du gouvernement. Donc, moi, je dirais ça. C'est pourquoi je demande au gouvernement de se mettre à la hauteur des enjeux, comme Freddy était en train de le souligner. Il faut que les gens comprennent comment se joue le jeu politique. Il ne faut pas seulement dire on finance, on les soutient. Dès qu'il est là, on croise les bras, on dit bon, il devient aide-nous et puis on Freddy, peut fermer les yeux. Mais il y a quand même un contraste lorsque les évêques ou les abbés sont, surtout les évêques, sont intronisés ou quoi? C'est pas. Oui, ils on sont crée sacrés, les oui. cardinaux, Oui. mais quand ils sont intronisés, le gouvernement envoie toujours les enveloppes et des jeeps. Pour les vrais patriotes, bon, on ne le fait pas. Lorsque il a été créé cardinal au Vatican, vous avez vu que des avions ont été affrétés. Le président a effectué même le déplacement du Vatican. Mais après, et le président est resté au stade lors de la première messe en tant que cardinal. Il est resté toute la journée au stade. Bon, en retour, voilà ce qu'il est en train de payer, c'est ça la vie. Alors nous allons tout droit au but. Qu'est-ce que ça va changer la rencontre Sassou? Dites-nous, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Vous êtes, comme on dit, les Tiendamou Maboumi. Je n'ai pas au courant de ça. Ah ouais? Mais je peux vous dire que... Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ça, je vais répondre après. Qu'on ne confonde pas l'église catholique, communauté des croyants, avec l'église institution, la Senko. Donc, les cardinaux, tout comme Monseigneur Cholet, engagent la Senko, n'engagent pas la communauté des croyants. La communauté des croyants est libre. Des deux. Vous êtes aussi, faites partie de la communauté de croyants? Oui, mais c'est catholique, non, c'est catholique. Je demande au cardinal tout comme à Est-ce que l'évêque. vous écoutez aussi les matinées politiques à la chaire? Non. Moi, j'ai passé beaucoup de temps au monastère trappiste. C'est la rigueur. Tous ces évêques, tous ces archevêques, si on veut les corriger, qu'ils partent au monastère. Ils ne feront pas une semaine. Ils vont fuir. Ok. Je vais parler du cas de l'église du Christ au Congo. Oui, SCC. En 2019-2020, on a tenu une conférence avec le professeur Kambaï Boacha. On était invité par les CC. Monseigneur Bokondo a pris mes paroles. Il était présent. Donc c'était sur la balkanisation du Congo. Il y avait moi, professeur Poiti et professeur Kambaï Boacha. On termine. Je prends l'élément. Je fais passer sur Télé 50. Monseigneur avait fait une déclaration pour soutenir les pays contre la balkanisation. Qu'est-ce qui va se passer? Matata, l'ancien Premier ministre, qui est maintenant opposant, est parti les voir. Il dit à Monseigneur, mais nous voulons nous arranger avec ces gens, avec les autres. Pourquoi toi, tu vas prendre une telle position? C'est pour vous dire quoi? Nos églises sont sous pression
des hommes politiques. Donc, et qu'on ne confonde pas l'Église avec des individus. Tu peux être pasteur, tu peux être évêque, mais tu n'engages pas la communauté des croyants. Donc, les chrétiens en quelque sorte. Donc, l'Église en tant qu'institution est malade, est en crise. Mais je pense que si vous voulez sentir qu'il y a des chrétiens dans ce pays, allez ailleurs, vous verrez les gens qui payent normalement. Et puis moi, je disais, si réellement on était des véritables chrétiens, on n'aurait pas un tel niveau de corruption, de tournement de fonds. Les gens devraient, comment dirais-je, mettre en pratique la parole de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes les pays les plus corrompus. Alors qu'il y a beaucoup d'églises. Qu'est-ce que les églises font? Moi, je suis catholique, mais vous qui êtes un peu dans l'église, comment dirais-je, pentecôtiste. Moi, je ne suis pas dans un réveil. Non, pentecôtiste. Qu'est-ce que vous donnez? Vous réveillez les démons ou vous les endormissez? Moi, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis pentecôtiste. Qu'est-ce que vous faites pour vos croyants, vos chrétiens? Quel message vous donnez à ces gens? Parce que maintenant, ceux qui sont des grands voleurs, ceux qui, quand tu as des églises, ils sont devant. Hein, tu entres dans l'église, il est devant. Un voleur. Mais comment est-ce qu'un voleur peut être dans une église? Donc, il y a un problème. Donc, nos églises sont en crise, comme notre société. Nous devons nous interroger. Alors, lorsque un homme de Dieu a dit, lorsque la sacrificature est corrompue, rien ne peut marcher. Parce que c'est le sacrificateur qui impose les mains sur le roi pour le loindre, c'est ça, pour loindre. Alors, si c'est lui qui impose les mains est déjà corrompu, je parle de la sacrificature, comment voulez-vous que les choses marchent? On termine avec justement cette question que je vous pose à vous deux. Professeur Kaïmoa, Freddy Moulumba. Si on croise les trois éléments, le refus de Kagame de retirer ses troupes du sol congolais, le rôle pivot du Burundi, notre voisin, aujourd'hui notre partenaire, et l'activisme de l'ASENCO. Je ne parle pas l'Église catholique, je dis l'activisme de certains évêques. Parce que tous les évêques ne sont pas à mettre dans le même sac. Il y a des évêques qui ont refusé de signer leur déclaration et ainsi de suite. Il y a des prêtres qui s'élèvent aujourd'hui contre, comme Blaise, hein, oui, qui serait sous menace de ceci ou de cela. Il ne peut plus dire la messe à Kinshasa, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, je le dis au conditionnel. Alors, lorsqu'on réunit tous ces éléments, on les croise, peut-on dire que nous assistons ici à une externalisation de la crise sécuritaire congolaise? Bruno Kaïmoa. Bon, la crise, elle est à la fois interne et externe. Interne, parce qu'au niveau de la société, on ne sait pas consolider la cohésion nationale. Devant la menace qu'il y a autour de la République, on devrait rester unis à l'interne. Malheureusement, il y a différentes fractions pour des intérêts surtout économiques, à cause des crises, à cause de cet amour de l'argent. Ils sont prêts à brader la République à condition juste d'avoir quelque chose. Mais dans une société sérieuse, on devrait se resserrer les coudes pour faire face à la réalité qui nous menace à cette ambition hégémonique du Rwanda. Pourtant, nous ne sommes pas aussi loin que ça. Donc, il suffit que nous puissions nous resserrer les coudes. On peut très rapidement et très facilement, on va mettre fin à l'aventure du Rwanda et stabiliser l'Est sans problème. Lorsque l'Europe occidentale est menacée par l'Allemagne nazie, donc on voit là la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et tant d'autres, tout ça. Hitler avait le dessus sur cette Europe occidentale.
et même déjà un danger à la porte de l'Europe de l'Est. Mais il y a un homme qui a joué la carte. Qui a joué la carte pour que les États-Unis d'Amérique, également la Grande-Bretagne, puissent renverser la tendance sur le terrain des hostilités. On venait de célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie, Oui. au niveau de, comment on appelle en France, là, le nom est en train de partir. Normandie, je pense. Hein? En Normandie. Oui. Mais un Espagnol, un agent double, c'est lui le moteur, le nom est parti, je vais le retrouver, c'est lui qui était allé, c'est Churchill, dans les bunkers pour proposer ses services, et c'est lui qui avait trompé l'Allemagne nazie et surtout l'armée allemande pour qu'elle tombe dans les pièges et que les Alliés puissent vaincre l'Allemagne nazie avec tout ce que vous connaissez. Maintenant, est-ce qu'ici chez nous, nous jouons cette carte, Freddy Mulumba? Oui, il faut être très clair. Kagame a été fabriqué par les Américains. Ce sont les Américains qui vont les chasser. Dès que Kagame quitte la sous-région, la paix va s'installer. Les autres problèmes sont des problèmes secondaires. Mais c'est lui qui est le problème. Comme on a commencé déjà à frapper ces militaires, on a frappé les entreprises, les derniers c'est lui. Quand les Américains verront que c'est un fardeau, ça commence à peser pour eux, on va régler les comptes. Ne vous en faites pas. Est-ce que la solution, elle est diplomatique? Je t'ai dit qu'on va les chasser par les Américains. C'est très clair. Et nous? Il suffit. Non. Et nous croisons les bras. Non, parce il suffit les aujourd'hui. Américains vont le chasser. J'ai dit, il suffit aujourd'hui que les Américains donnent au président Tshisekedi les go. On dit que Kagame c'est fini, il ne va pas traîner. Alors, disons les choses clairement. Ceux qui ont fabriqué Kagame, vous avez dit, c'est un négrier, un esclave de palais. Oui. Ils l'ont envoyé commettre ce qu'il a commis, jusqu'à exagérer. Maintenant, ils ne veulent pas porter le chapeau. Ils sont en train de le défaire pour qu'ils ne se soient pas, ils n'apparaissent pas salis. Et vous pensez qu'ils vont agir selon notre volonté et à notre faveur? Nous, on croise les bras, on dit, Kagame, bon, les Américains vont s'occuper de vous. Regarde, ça fait 30 ans que les Américains étaient complices de Kagame. On a pleuré ici, on a fait des rapports, rien n'a marché. Trump vient, il dit arrêtez. La guerre s'est arrêtée, non? Ça va terminer. Parce qu'ici, il en va de la survie de l'Amérique en tant que grande puissance. On s'en fout de nous tous ici. Tout celui qui va à l'encontre des intérêts américains sera écarté, sera corrigé. Kagame est sur les traces de Mobutu. Macron part au mois de mai. Vous avez dit que ce sera le 14 ou le 4? Le 15 mai. Le 15 mai. Oui. Mais Macron soutient Kagame jusqu'en dernière minute. Il joue le contre-pied de la volonté de Washington. On parle même de certains mercenaires français ou des militaires français qui seraient avec l'armée rwandaise en train de nous faire la guerre. Et nous, on ne dénonce pas ça. On est en train de nous battre pour Juliana Lumumba à la tête de l'OIF. Il est effectivement... Est-ce que c'est du réalisme? Est-ce que nous sommes conséquents de ce que nous posons? C'est pas du réalisme. Il faut comprendre exactement ce que la France est en train de faire au jour d'aujourd'hui. Trump était en train de dire que l'Europe n'était pas en train de beaucoup le soutenir. Vous avez suivi comment il a traité le Premier ministre espagnol. Mais Macron fait partie de ces gens qui se laissent même humilier et bon, il fait tout pour que Trump le considère comme une bonne personne. Et donc, d'un côté, il est en train de saper la dynamique que Trump a mis en place au niveau de la sous-région. De l'autre côté, il est en train d'amadouer Trump. Donc, il revient à nous de savoir de temps en temps, de manière beaucoup plus permanente et continue,
faire notre travail pour profiter du contexte dans lequel on se trouve, pour pousser les choses afin que la guerre prenne effectivement fin, parce qu'on est dans un moment où au moins les Américains commencent à écouter notre voix. Mais nous devons être là pour bousculer les choses, surtout qu'on est au Conseil de sécurité. Et voilà. Les traîtres, il faut leur régler les comptes sur la place publique. Parce que des millions d'âmes ont été fauchées, des millions de vies dans ce pays. Il y a des enfants qui dorment affamés dans des camps des déplacés. On nous a ajouté l'autre truc, si c'est Ebola, je ne sais pas ça vient de quel laboratoire. Alors, vous voyez, nous subissons. Attentistes, moi je pense que l'heure de la neutralité est déjà passée. La neutralité, c'est une lâcheté, c'est une complicité. Même les grands médias, en des temps difficiles aux États-Unis, donnent de la voix, se prononcent en faveur de tel ou tel. Washington Post, New York Times, ainsi de suite. Hein? De chez vous? Fox News. Mais chez nous, c'est toujours au milieu du village. Non, ma nation est plus que votre neutralité hypocrite. À très bientôt. Suivez-nous en rediffusion. Cette nuit, vers minuit, samedi à 9h, dimanche à 16h et lundi à 20h, heure de Kinshasa. Portez-vous très bien.